Donc, sans plus attendre, nous allons commencer, mon cher Adam. Allons-y. Donc, allons-y pour BlackRock Mhm. veut lancer son ETF Il frotte la Bitcoin. lampe d'Aladin en espérant pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Alors, pour commencer, on va faire une petite définition de qu'est-ce qu'est BlackRock. Mhm. Tout le monde n'est pas du même acabit que Gobelin dans le chat. Je pense que des gens ignorent encore l'identité de BlackRock et nous allons clarifier cela. Gobelin, notre fameux expert comptable. BlackRock est une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs dont le siège social est situé à New York. Fondée en 1988, elle est devenue la plus importante gestionnaire d'actifs au monde avec près de 9 425 milliards de dollars d'encours en juin 2023. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 milliards. Mhm. Petite réactualisation. BlackRock fournit des solutions d'investissement, de conseil et de gestion de risques de financement. En France, où la société est présente depuis 2006, BlackRock gérait environ 36,7 milliards d'euros d'actifs en juin 2022 pour le compte de clients institutionnels. Des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, rappelons-nous la retraite d'Emmanuel Macron, elle est intimement liée, des institutions officielles, des entreprises, des banques traditionnelles et numériques, ainsi que des fonds de dotation. Les activités sont concentrées aux États-Unis, où un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé. BlackRock a réalisé une forte croissance des actifs sous gestion depuis 2005. Fin 2022, la société emploie 19 800 collaborateurs présents dans 89 bureaux à travers 38 pays pour une clientèle répartie dans plus d'une centaine de pays. BlackRock est coté à la bourse de New York depuis 1999. Le principal actionnaire a longtemps été PNC Financial Services, avec une participation de 21% à la fin de l'année 2017. En mai 2020, PNC vend la quasi-totalité de sa participation pour 14,4 milliards de dollars américains. La banque a transféré 500 000 actions BlackRock à la fondation PNC. Ce qu'il faut comprendre sur BlackRock, c'est que c'est un mastodonte. Il y en a très peu dans le monde. Mhm. BlackRock est plus puissant que des États. Même pour vous donner une idée, BlackRock est plus puissant que la France et l'Allemagne réunis, Économiquement. économiquement. Donc c'est pour vous donner un peu l'idée de la tentacule, De la société tentaculaire que de ça la représente. société tentaculaire que c'est. Tout à fait. Ils touchent à tout et avec une telle masse d'argent, ils peuvent influencer de façon inconcevable le marché et donc la vie de tous ceux qui y sont liés. Création, donc. BlackRock démarre en 88 sous l'impulsion de 8 associés, dont 4 occupent encore des fonctions au sein du groupe. Les fondateurs se composent d'anciens salariés de First Boston et de Lehman Brothers autour respectivement de Larry Fink, donc que vous voyez ici à l'écran, ce bon vieux Larry Fink. Vous allez voir, il a été responsable de choses pas forcément très agréables. Mais dont vous avez entendu parler. Le nom de la société est à ses débuts Blackstone Financial Management et appartient alors à un groupe Blackstone. La société se concentre sur des titres obligataires et développe notamment le Blackstone Term Trust, un fonds qui a permis à lever 1 milliard de dollars. Et c'est en 92 que la société est renommée BlackRock. Donc Blackstone, on est une petite pierre et on devient, Rock. on rock. Que dis-je, un rock? C'est une péninsule. Bon. Donc c'est très important. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'est BlackRock. Il faut se renseigner, faut voir maintenant qui est Larry Fink Mhm. et, Et comment fonctionne BlackRock? et comment fonctionne BlackRock. C'est ça le plus important. Le Forum économique mondial. Un instant. Typiquement une corporation que si elle pouvait acheter officiellement des pays, elle le ferait. Ben, c'est exactement ça. Pour l'instant, officiel, c'est pas possible, donc c'est officieux. L'état du monde. Imaginez un robot qui gère à lui tout seul 21 000... On va mettre un contexte. Il s'agit d'Aladin. Mhm. Aladin, qui est un robot de trading haute fréquence, qui a été élaboré par BlackRock. Et on va découvrir ensemble comment ils opèrent, qui est Aladin, et on va apprendre tout cela dans cette vidéo.
milliards de dollars. Un robot si puissant qu'il a créé la plus grosse entreprise au monde en seulement 10 ans. Un robot surintelligent connecté à toutes les classes d'actifs dans tous les secteurs. Un robot dont ne peuvent plus se passer les plus grandes banques, fonds d'investissement et traders. Un robot auquel font appel les banques centrales et les gouvernements pour se sortir des plus grandes catastrophes. C'est tellement incroyable. Très important là, ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que la BCE n'est plus capable, l'humain n'est plus capable de pouvoir gérer l'économie. On a besoin d'un robot pour pouvoir se sortir de situations périlleuses économiques. Oui, les grands marchés maintenant ne font plus confiance à l'humain, il est trop faillible. Incroyable qu'on le croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est pas un homme, c'est une machine. Le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Des ordinateurs tout simplement connectés à tout et encore on n'a pas intégré de l'IA dans tout ça. Pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Ce robot existe déjà depuis longtemps et face à ces robots, je crois que le lien humain est le plus important que jamais. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre le club Vie Riche Revenu Passif où nous parlons. Ce robot exploite l'équivalent du PIB des États-Unis et il contrôle la moitié du marché des ETF. Il réalise sans aucune intervention humaine 250 000 opérations par jour. Il formule des milliards de prévisions chaque semaine. Il consomme plusieurs milliers de milliards de data points sur chaque marché, chaque entreprise, chaque actif et plus inquiétant encore sur chacun d'entre nous. Il tient compte... C'est quand même inquiétant, tu vois, 250 000 opérations quotidiennes, c'est ça? C'est un super geek en fait. Il passe tout son temps sur Internet avec des yeux comme ça. Mais oui, si c'est humainement, si c'est déjà humainement quelque chose qui peut être atteint, alors il n'y a pas vraiment de limite. Il peut dire 100 000, 200 000, 250 000. Et encore, c'est ce qui est déclaré. Oui, puis avec l'évolution des processeurs, il ira de plus en plus rapidement en fait. Et pour l'instant, c'est juste un programme très complexifié, certes, c'est un outil, mais c'est pas encore l'IA dont il... Oui, si tu intègres l'IA en plus... Voilà. De ce que nous achetons, de ce que nous vendons, de ce que nous disons pour passer des ordres d'achat et de vente bien mieux que ne pourrait le faire l'être humain le plus... Je réponds vite fait à Diana Prince. Il dit, si ce n'est pas une IA, si pas maniée par l'homme, je ne comprends pas comment ça fonctionne. En fait, actuellement, ils utilisent des data scientists pour manipuler les données. Le data scientist est là pour justement, c'est son travail, c'est qu'il est capable de pouvoir classifier et traiter un nombre colossal de données. Mais c'est leur algorithme qui travaille tout seul et qui regroupe toutes ces informations. Un peu comme on reprenait Ficoba dernièrement, c'est ça. Mais là aussi, on automatise aussi la vente et l'achat des actions. Donc ça aussi, ça change énormément. C'est pas juste qu'il dit ce qu'il faut faire, c'est qu'il le fait à la place des traders. J'espère que cette réponse aura été claire pour toi, Diana. Plus intelligent et le mieux informé. Les plus grandes banques, entreprises et fonds d'investissement dépendent de lui pour rester dans la course. Il en va de leur survie. Ce robot, c'est Aladdin. Non, pas cet Aladdin-là, même si derrière l'Aladdin dont je vous parle, il y a aussi un génie dont on va en parler. D'où vient Aladdin? Comment il est devenu si puissant et pourquoi est-il si dangereux? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'investisseur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo. La newsletter gratuite est également en description. C'est parti. Aladdin a été créé par Larry Fink. Son nom vous dit sûrement rien du tout. Et pourtant, à travers sa société, BlackRock, il est partout. Entreprises, gouvernements, organisations internationales, médias, banques, la liste est interminable. À tel point que l'on appelle BlackRock une shadow bank, c'est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Tout commence dans les années 80 où Larry Fink travaille chez First Boston, qui est une banque d'investissement. Et ces opérations génèrent des millions de dollars avec un support novateur, des titres adossés à des créances hypothécaires. Ouais, vous avez bien entendu, ça vous dit peut-être quelque chose. Il a mis au point en fait ces titres qui 20 ans plus tard seront à l'origine de la crise des subprimes. Ça ne s'invente pas. Et... Déjà petit, il était très doué. On déclenche à soi tout seul une crise économique mondiale. La batterie du PC.
sinon ça va couper. Ça y est, je le tiens. Voilà. Bon. Vagabonde dit... Aladdin et les 40 voleurs. Ben, Aladdin est un voleur à la base, ne l'oublions pas. Gentil, charmant, mais ça reste un voleur. Mais que veulent-ils? Des données, de l'argent, un peu les deux? Ah, il manipule les cours. Et il anticipe tes actions avant toi. Ils volent tes données pour pouvoir te prendre ton argent. Tu vois. Mais non, c'est les vies en fait qui volent. Mais après ce qui s'est passé en 2008, Ouais. on peut presque le dire, oui. Pour l'instant. Non, Oui, mais c'est, Aladdin est déjà actif à ce moment-là. ça, c'est déjà un scandale que le mec, Qui est à l'origine de la crise des subprimes, voilà, qui a permis le mécanisme de constitution de cette crise. il revient par la grande porte. Il est jamais parti en fait, il était toujours là, les gens s'agenouillaient devant comme devant lui. Bon. Et c'est assez ironique quand on connaît la suite de l'histoire. À l'époque, il est perçu comme un virtuose de la finance et devient le plus jeune directeur de cette banque. Moi, j'en connais un autre aussi. On l'appelait le Mozart de la finance. Encore un talent qui s'est brûlé si jeune. Mais en 1986, suite à la baisse des taux d'intérêt, il y a des propriétaires qui échangent leurs prêts contre des prêts à meilleur taux. Et il n'a pas vu venir ça et se retrouve soudain avec une montagne de titres dont personne ne veut. Il y a des pertes qui se chiffrent à 100 millions de dollars à l'époque. Il aurait... De quoi, tu disais? Il y a un beau parallèle à faire. déclaré que parfois nos technologies, en créant des valeurs mobilières, dépassent notre capacité à les maîtriser. Il n'a alors plus qu'un seul objectif en tête, créer une intelligence artificielle, un algorithme capable de gérer les risques, les opportunités du marché et de faire mieux que n'importe quel être humain. En 1988, il arrive à convaincre la société d'investissement Blackstone de créer avec lui une nouvelle entreprise dédiée à la gestion de risques la plus parfaite possible et BlackRock est né ainsi. Il monte une petite équipe de codeurs et il leur donne pour objectif de développer un robot. Son nom c'est Aladdin pour Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network, c'est-à-dire réseau d'investissement en actifs passifs, dettes et dérivés. Il s'alimente de données sur tous les actifs, les variations de prix, les variables de risque de marché obligataire, qui étaient notamment l'un des domaines d'expertise de Larry Fink. En 1999, Aladdin a 11 ans, il prédit remarquablement bien les titres dans lesquels investir et ceux à éviter. Il est si performant qu'il commence à commercialiser l'accès à cet outil. En octobre de la même année, BlackRock fait son entrée en bourse avec des actions à 14 $. Une action BlackRock aujourd'hui vaut à peu près 760 $ avec un ATH qui a été à 970 $. Juste après l'introduction en bourse de BlackRock, la bulle Internet explose. Les capitaux se déplacent alors vers le marché obligataire dont Aladdin est devenu le spécialiste incontesté. En quelques années, BlackRock gère 1000 milliards de dollars d'actifs. En septembre 2006, alors que les capitaux reprennent le chemin de la bourse, Fink rachète la filiale de gestion d'actifs de Merrill Lynch, grande banque d'investissement américaine. Ainsi, pour son 18e anniversaire, Aladdin reçoit tous les data points du marché boursier, un nouveau terrain de jeu, et il analyse chaque opération boursière, chaque facteur de risque, pour toutes les entreprises cotées. Lorsque la crise frappe en 2008, la crise des subprimes, tout le monde veut faire appel à Aladdin, des banques de Wall Street à la Réserve fédérale américaine. Dès l'effondrement de Lehman Brothers, on a le syndrome de Stockholm. Le mec qui a créé la crise, on lui demande de l'aide avec son robot pour nous sauver. Non, mais on serait mort s'il nous avait pas épargné, en fait. C'est lui qui nous aide. Sans lui, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été bien pire, il n'y aurait pas eu de crise. qui entraîne tout Wall Street dans une spirale infernale, le gouvernement américain, démuni, fait aussi appel à Aladdin pour enrayer cette catastrophe, identifier les actifs toxiques et décider comment allouer son plan de sauvetage. Aucun appel d'offres n'est réalisé, il fallait agir dans l'urgence. Après cela, la Fed et le gouvernement américain continuent de recourir à Aladdin, notamment pour déterminer dans quoi investir l'argent qu'ils impriment,
et tester la résistance des banques. Mais ils ne sont pas les seuls. La BCE, la Banque centrale du Japon, font aussi appel à Aladdin. Puis, les sociétés d'investissement pivotent. Oui, la BCE, vous avez bien entendu, la Banque centrale Donc si on se demande européenne. pourquoi les politiciens font des décisions économiques débiles, c'est Aladdin qui décide pour eux, en fait. Ils se sont fiés à ce génie et ils disent, bon, on veut que la BCE augmente correctement, donc pourquoi on fait ça aux Européens? Il y a un programme en Amérique qui fera ça bien mieux. Et ça marche pour eux. Il y a Gobelin qui dit c'est pour faire de l'optimisation avec un niveau absolu du pragmatisme, juste des calculs, pas d'émotion, pas de doute, de l'optimisation 100%. Diana Prince qui dit ils ont droit à combien de vœux? 10 000 milliards. 10 000 milliards de dollars de vœux. Des fonds communs de placement aux ETF qui sont à la mode et BlackRock n'est pas en reste. Avec l'acquisition de la filiale d'investissement dans la banque britannique Barclays en 2009, il obtient iShares. Si cette banque ne vous dit rien, c'est sûrement que vous n'investissez pas dans les ETF. Aladdin s'alimente donc de ces données et devient incontournable sur le marché des ETF. En 2013, il gère 11 000 milliards de dollars. Il n'est plus seulement le spécialiste des marchés financiers, il en est le souverain. En 2019, il a 29 ans, Aladdin et Larry Fink lancent son projet Monarch. Il se sépare d'un grand nombre de ses gestionnaires de fonds qu'il remplace par les algorithmes de cet outil et il remplace leurs fonds par ceux d'Aladdin. Les humains sont évincés de l'ensemble de la boucle du processus, la boucle est bouclée. Aujourd'hui, c'est le Skynet de l'économie. Tuer les humains, ils sont trop faillis. J'aime la phrase, la boucle est bouclée, tu sais. Plus de 70% de toutes les opérations financières aux États-Unis sont décidées par des robots qui font notamment du trading haute fréquence, complètement inaccessible à l'être humain. Ils interviennent notamment sur des opérations qu'on appelle d'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils vont comparer en permanence le prix d'un actif. Prenons par exemple le prix du Bitcoin. Ils vont le comparer entre différentes places de marché et ils vont profiter des écarts de cotation qui sont parfois de l'ordre du centime entre différentes places de marché pour passer des ordres d'achat et de vente et gagner là-dessus en utilisant la technologie de la haute fréquence, ce qu'aucun humain ne peut évidemment faire. Mais quelle est véritablement l'ambition d'Aladdin? Eh bien, en 2019, BlackRock a fait l'acquisition du français eFront, une solution logicielle destinée à la collecte de données en Cocorico, nos régions du talon. Non, mais la façon du français, du logiciel français, ou du gestionnaire d'actifs, enfin, c'est du logiciel, mais pas du français, le gars, quoi. BlackRock, c'est des humains. En matière de placement privé, d'investissement immobilier notamment. Et depuis 3 ans que Aladdin s'alimente de tout cela, on voit que BlackRock ainsi que les fonds utilisent désormais Aladdin pour acheter des maisons unifamiliales. Ils sont de plus en plus en mesure de faire des offres bien plus intéressantes que les particuliers car ils ont un accès au financement qui est inaccessible au commun des mortels, à des taux d'intérêt extrêmement bas et ils sont capables, avec les données qu'ils agrègent, de repérer les meilleurs emplacements. En conséquence, les prix de l'immobilier aux États-Unis ont augmenté de plus de 20%. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis. En 2019, Deutsche Wohnen, géant immobilier résidentiel, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, si vous investissez dans les foncières ou si vous êtes dans mon club privé, avait été vivement critiqué par les Berlinois qui étaient descendus dans la rue. À appartement comparable, Deutsche Wohnen augmentait les loyers après rénovation 2 fois plus que ne l'aurait fait la ville de Berlin. Or, BlackRock y était investisseur à hauteur de 10%. En 10 ans, les loyers avaient tout simplement doublé, évidemment poussé également par le marché. Alors quel est le but ultime d'Aladdin? Vous le voyez par sa trajectoire, c'est de devenir le robot surintelligent qui contrôle tous les actifs publics et privés et qui automatise les investissements. Et ce n'est pas fini parce qu'Aladdin va continuer de se développer et de contrôler plusieurs milliards de milliers de dollars supplémentaires chaque année. Aujourd'hui, BlackRock gère pour le compte de ses clients près de 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'est le PIB de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. Et en comparaison, on estime qu'Aladdin gère 21 000 milliards de dollars, voire plus. Et en plus, Donc voilà pour cette vidéo. Donc, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, en analyse un peu plus profonde, c'est que BlackRock est surtout créateur de bulles spéculatives, en fait. Il a été créé
pour les prédire, pour les exploiter, et donc aussi pour les alimenter, parce qu'il sait quand il faut s'en retirer. Bon, le principe des bulles ou des pyramides de Ponzi, c'est que c'est une arnaque qui monte, et ceux qui y gagnent sont ceux qui s'en retirent exactement au bon moment. Et entre nous, allez voir la chaîne de Michael Ferrari, apparemment, et il dit de bonnes choses. Du moins, son diagnostic est intéressant. Gobelin qui dit, l'ambition d'Aladin, c'est de devenir calife à la place du calife, non? Ben, BlackRock est entré dans le marché, maintenant c'est plus lui le marché. En fait, pour le moment, il n'en a pas la possibilité. Peut-être que ce sera le cas le jour où ils incorporeront l'IA. L'IA va vouloir supprimer Larry Fink. Il n'est pas assez cupide pour lui. Mais bon, enfin, on a des cabinets. Les choses intéressantes à retenir de la vidéo. L'IA, enfin, c'est pas une IA, mais l'algorithme d'Aladin fonctionne à partir de données d'État de toutes les entreprises. Ils ont toutes les infos de toutes les entreprises du monde. Ils ont même accès à toutes les infos sur les réseaux sociaux et même à tes conversations. Parce que comme ils achètent des parts de sociétés un peu partout, je sais plus combien c'est le nombre de sociétés qu'ils possèdent, mais c'est un truc gargantuesque. Ils achètent en fait des sociétés pour pouvoir avoir un accès au niveau des datas. C'est pas le but le but de ces rachats d'entreprises ne sont pas d'essayer de gagner de l'argent ou de liquider la société. Le but est d'en extraire des datas pour nourrir Aladin. Ça, c'est le premier élément. Il y a aussi l'aspect que il gère des fonds qui sont hors de contrôle pour n'importe quel pays, en fait. Parce que maintenant, le PIB équivalent, par exemple, des États-Unis, qu'il gère, ben, les États-Unis ne peuvent plus s'opposer à un consortium aussi grand. La France non plus, c'est pas étonnant, mais en même temps, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, vous voyez, ce sont des pays qui pèsent ou qui ont pesé dans l'Union européenne. Ils ne peuvent pas non plus... Petite info qu'il faut savoir avec Larry Fink, c'est que au moment de l'élection de Biden, on lui a proposé le poste de ministre de l'économie qu'il a gentiment refusé parce qu'il préfère son bébé BlackRock. Oui, il y aurait conflit d'intérêts. Et je le comprends. Tu préfères régner sur BlackRock ou être sous fifre de Biden? Je réfléchisse. Je veux dire oui, de Biden. Il aurait été, comment ça se dit, rétrogradé à vice-président. Ça se fait pas. Sachant que tout le monde lui mange dans les mains parce que plus personne ne contrôle l'économie. Oui, il a fait des déclarations disant que c'était la fin de la mondialisation. Tu m'étonnes. Il a raflé tout ce qu'il pouvait de rafler. Aladin a permis en fait de tellement contrôler le marché boursier que c'est comme si en fait BlackRock avait inventé une nouvelle planche à billets qu'on ne peut pas contrefaire. Les autres pays se lient à lui pour créer de la richesse par spéculation boursière, mais comme toute spéculation boursière, c'est appelé à cracher. Mais il oriente parfois ce qu'il veut faire cracher ou pas. Comme ça que fonctionne Aladin. Il a juste la possibilité de pouvoir contrôler le marché. Il y a un monde qui dit, est-ce qu'on aurait à craindre un jour de remise en question de la souveraineté d'un pays, ou est-ce possible d'acheter un pays ou d'en faire ce qu'on veut sous couvert, par exemple, d'expérience sociale? Il faudrait demander aux Grecs. C'est bas, ça c'est un coup bas. Mais quand même, l'Union européenne a abusé de la Grèce, économiquement. Parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé. La Deutsche Bank emprunte de l'argent aux Grecs pour qu'ils sortent de la crise, et la France et l'Allemagne s'assurent, dans des conditions très tout à fait horribles et intenables. Et la France et l'Allemagne s'assurent sur le fait que la Grèce ne pourra pas rembourser. Donc, ils gagnent parce que le pactole, pendant que la Grèce continue à creuser ses tombes. C'est moche, hein. Et en imposant justement des régulations sociales en Grèce, certaines îles ont même carrément été rachetées par des banques ou des pays. Ouais, ça, c'est le pouvoir de l'euro, en fait. Parce que, mine de rien,
Ce qui a fait que ce prêt, cette mise à mal de la Grèce a été perpétrée par justement l'euro, parce qu'on peut manipuler une économie qui a la même monnaie. Même si c'est pas le même pays, c'est un territoire, mais ça reste la même zone économique. Donc, c'est ça. On peut pas racheter officiellement un pays, mais BlackRock est tellement grand qu'il pourrait se payer la France. Et faire exactement la même chose à la Grèce qu'il y est arrivé. Ou l'Allemagne. L'Allemagne a l'air d'être un mastodonte en Union européenne. Pourtant, BlackRock, c'est un pion qu'on peut abattre. Le besoin étant. Trembler les humains. Voilà. Donc là, maintenant, on va arriver sur cette déclaration, et c'est d'ailleurs tout le sujet de cette vidéo. Un ETF de BlackRock sur le Bitcoin, un tournant pour les crypto-monnaies. BlackRock entre dans le jeu du Bitcoin. Donc on a Larry Fink qui tourne dans son nouveau bébé, le Bitcoin. Le plus grand gérant d'actifs au monde vient de déposer une demande auprès du régulateur américain pour lancer ce qui pourrait devenir le premier ETF directement investi en Bitcoin. Pourquoi on parle de ça, sachant que c'est un article du 27 juin? Parce que ça faisait pas beaucoup de bruit, mais en ce moment, BlackRock fait énormément de communication sur Autour ça. Du Bitcoin. Et depuis quelques semaines, le Bitcoin commence à s'emballer. Et vous allez comprendre où on va en venir. Introduction. Quelle volte-face de la part de Larry Fink en 2017 lorsqu'il fut interrogé sur l'avenir du Bitcoin. Le président directeur général de BlackRock compara alors l'actif digital à un indice du blanchiment d'argent. Ce qu'il disait en 2017. Près de 6 ans après, la société iShares de BlackRock vient d'annoncer avoir déposé une demande auprès de la SEC, Security Exchange Commission, pour lancer un ETF. La SEC, c'est l'organe, c'est les gendarmes de la bourse. Pour lancer un ETF sur le Bitcoin spot. Donc, l'ETF, pour définir en 2 mots, c'est un actif qui est corrélé sur un indice boursier. Donc, il veut donner une valeur boursière au Bitcoin. Il fait entrer en bourse le Bitcoin. Enfin, il veut le faire entrer en bourse. Sur le Bitcoin spot, au comptant. Ce qui serait une première pour l'industrie. En effet, il existe bien des ETF sur le Bitcoin, mais ces derniers investissements dans des contrats à terme pour répliquer la performance du Bitcoin. Là, la seule différence, c'est qu'on rentre sur le marché global. Un instant, je vois. Est-ce qu'on aurait à craindre un jour de remise en question de la souveraineté d'un pays, ou est-ce possible d'acheter un pays Ça, on l'a lu. Ah, désolé, je pensais que c'était... Non, il y a eu un truc qui a sauté dans le chat. Alors, fonctionnement de l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. Pour rappel, un ETF est un fonds négocié en bourse, ETF conçu pour répliquer la performance d'un indice, d'un secteur, d'une matière première ou d'autres actifs. Par exemple, on voit que le blé, aujourd'hui, il y a un ETF sur le blé, il y a un ETF... Combien vaut l'or? En fait, il est basé sur la valeur du marché en prenant une marge de manœuvre, tout en prenant en compte de ne jamais dépasser la valeur réelle du marché. L'ETF est toujours un petit peu en dessous. Et la règle d'or, c'est qu'il ne doit pas dépasser la valeur réelle du produit. C'est une belle règle d'or. Fonctionnant de la manière que les actions ordinaires, les ETF peuvent être achetés ou vendus sur un marché boursier. Dans le cas d'un ETF spot Bitcoin, l'objectif serait de refléter les mouvements de prix de Bitcoin, offrant aux investissements la possibilité de s'exposer à l'actif numérique par le biais de l'ETF, sans détenir et négocier directement le Bitcoin via un échange ou un wallet. BlackRock a choisi Coinbase Custody en tant que dépositaire. L'expertise de Coinbase en matière de protection des actifs numériques combinée à sa réputation établie dans le secteur des crypto-monnaies devrait forcément la sécurité du produit et inspirer confiance aux investisseurs. BlackRock a également conclu un accord de partage de la surveillance avec le Nasdaq afin de garantir l'exactitude des prix de l'ETF. C'est gentil de sa part. Cet accord permet aux bourses de partager des informations sur les activités de négociation, de compensation et d'identification des clients, et ainsi de minimiser les risques de manipulation de marché. Il ne reste plus qu'à BlackRock qu'à obtenir l'approbation de la sécurité en Exchange Commission SEC. Enfin, déjà même le fait qu'il propose
d'être régularisé par le Nasdaq. Pour éviter soi-disant la manipulation du marché, quand on sait qu'ils utilisent Aladdin, c'est déjà de la manipulation de marché, par essence. Peut-être Tout l'appareil, justement, tout l'appareil politique le sait, puisqu'il l'utilise pour se sauver de situations compliquées. Il frotte Aladdin, la lampe d'Aladdin. Je comprends. En quoi l'approbation de cet ETF pourrait changer la donne? La décision stratégique de BlackRock de se lancer sur le développement d'un ETF Bitcoin, et ce malgré le nombreux obstacles réglementaires, valide en quelque sorte la légitimité des crypto-monnaies et de leur technologie sous-jacente. La blockchain, il est raisonnable d'émettre l'hypothèse que BlackRock effectue ainsi un pari sur la demande croissante d'actifs numériques de la part des investisseurs. Via ce projet, BlackRock manifeste en quelque sorte sa volonté de s'engager dans la révolution numérique en cours. Une approbation du dossier déposé par BlackRock pourrait avoir plusieurs conséquences positives sur le marché des crypto-monnaies. Voilà. Alors, tu vois, révolution numérique. Moi, je fais un parallèle par rapport à l'euro numérique que les banques centrales sont tous en train de mettre, aussi bien américains qu'européennes. En même temps, ils sont en train de se calibrer. Ils veulent rejoindre la Chine dans l'aventure du yuan numérique. Oui. Mais le problème, c'est qu'il va falloir faire adopter par rapport aux citoyens. Il faut faire passer la pilule. Il faut convaincre les gens que c'est bien. Rien de mieux qu'un briefing pour trouver la solution. On va expliquer cette théorie qui est que mon avis personnel. Donc, 1. Accroître l'accessibilité. L'approbation d'un ETF sur le Bitcoin Spot offrirait aux particuliers et aux institutions un accès simplifié et réglementé à cet actif. Il éliminerait les complications et le risque associé à l'achat et au stockage des crypto-monnaies, ce qui le rendrait davantage accessible à un éventail plus large d'investisseurs. Les petits porteurs. Alors que nombre d'entre eux ont jusqu'à présent été réticents à allouer une partie de leur capital au Bitcoin. L'ETF de BlackRock pourrait les encourager à faire le pas. Donc en gros, la personne qui est ciblée, c'est Madame Michu. C'est racler les petits porteurs. Une diminution des risques. Les belles, celles-là. Entrer en bourse pour diminuer les risques. Investir dans un ETF Bitcoin au lieu de détenir directement des crypto-monnaies peut potentiellement contribuer à atténuer les risques pour les investisseurs. La gestion du risque par BlackRock Share, combinée au service de dépôt de Coinbase, à l'accord de partage de la surveillance avec le Nasdaq. Nasdaq, qui est l'organisme américain, devrait contribuer à protéger les investisseurs contre le piratage, le vol et les défaillances dues à des erreurs opérationnelles. Une meilleure liquidité. Un ETF, c'est pas une liquidité. Tu vois, déjà dans l'usage des mots, tu vois, déjà on prépare. Un ETF spot Bitcoin approuvé par la SEC offrirait probablement une plus grande liquidité par rapport aux options d'investissement existantes dans les crypto-monnaies, la possibilité de vendre et d'acheter l'ETF sur les bourses réglementées associées à la réputation et à l'envergure de BlackRock. Pour attirer d'importants volumes de transactions, l'accessibilité accrue devrait contribuer à un afflux plus important de capitaux sur le marché des cryptos. Un plus grand volume d'activité devrait également contribuer à réduire l'écart entre le cours acheteur et vendeur. Ils sont en train d'avouer qu'ils sont en train de mettre de la manipulation de marché, que c'est ça le but. Parce que normalement, l'ETF, il ne doit pas faire d'écart. Non, il doit être honnête, il doit être objectif, il ne doit pas être... Enfin, plus il y a une différence d'écart que l'on crée, plus on a une différence sur laquelle on peut jouer. Un effet favorable sur le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. L'approbation d'un ETF BlackRock Bitcoin par la SEC pourrait avoir un impact significatif sur le prix des crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. D'ailleurs, depuis l'annonce de BlackRock, le Bitcoin s'est envolé dessus de la barre des 31 000 $, alors qu'il allait tester les 25 000 $, quelques jours avant l'annonce. L'entrée d'un acteur institutionnel majeur comme BlackRock pourrait atténuer la volatilité perçue pour attirer de nouveaux investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Un effet boule de neige sur donc, soi-disant, un acteur comme BlackRock... Attends, on va aller regarder ça. On va aller regarder le cours du Bitcoin en direct. Oh oui, depuis l'arrivée de... ça va atténuer la volatilité. C'est juste n'importe quoi. Le
Bitcoin est très calme apparemment. Regarde, il bouge presque pas. Il fait que monter, descendre, monter. Il zigzague, il fait la visite. Non, mais c'est n'importe quoi. Larifique. Non, mais déjà, des gens souriaient quand on disait que Elon Musk, par un tweet, pouvait influencer la valeur du Bitcoin. Alors là, vous avez BlackRock qui a dit, à l'instant, si ce petit gars fait ça, nous, on peut faire ça en mieux. Donc c'est le 14 juin, c'est l'annonce de BlackRock, hein, de l'ETF. On voit qu'il y a eu le premier jour, boum. Après, il s'est un peu stabilisé. Il redescend. Et là, depuis quelques semaines, ils font un matraquage. Les experts, soi-disant crypto, sont en train de dire c'est le bull run, c'est le bull run, c'est le bull run acheté. Sur précipitation de l'annonce de... Mais bon, apparemment, ça gère la volatilité, quoi. Un Mars et ça repart. Un BlackRock et ça repart. On va revenir sur le... Et 5, un effet boule de neige sur le reste de l'industrie de la gestion d'actifs. L'entrée de BlackRock dans les cryptoactifs pourrait ouvrir la boîte de Pandore, bravo, et inciter d'autres secteurs à lui emboîter le pas, et de ce fait institutionnaliser cette nouvelle classe d'actifs. D'ailleurs, depuis l'annonce, Invesco et Valkyrie ont également déposé un dossier pour un ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC, alors que Wisdom Tree vient de réactiver une demande précédente. D'autres géants de l'industrie, Vanguard, Fidelity, etc., pourraient également faire de même. Et là, de ce que je vois aussi, c'est qu'ils essayent de faire pression avec toutes les sociétés qui détiennent, parce qu'en fait, BlackRock détient un grand nombre de sociétés. Donc, je pense qu'ils veulent faire de l'obstruction pour forcer à valider. Les obstacles sur la voie de l'approbation. Bien qu'elles avaient déjà approuvé des ETF investis en contrat à terme sur le Bitcoin, la Securities Exchange Commission, la SEC, les États-Unis a jusqu'à ce jour fait preuve d'une grande prudence concernant l'approbation d'un ETF sur le Bitcoin comptant, principalement en raison des inquiétudes liées au risque de manipulation du marché et la volatilité inhérente et des complexités réglementées des crypto-monnaies. La SEC a également cité le manque de surveillance et de contrôle réglementaire sur les marchés des crypto-monnaies comme des obstacles importants à l'approbation de ces ETF. Pour toutes ces raisons, la SEC a refusé toutes les demandes reposées, dont la première d'entre elles à l'initiative des jumeaux Winklevoss en 2013. Toujours au sujet d'un ETF Bitcoin Spot, la SEC s'est engagée dans une bataille juridique contre Grayscale. Voilà, c'est quand même énormément de combats pour quelque chose qui lui paraissait inutile, en fait. Il paraissait un système de blanchiment d'argent. Un système de blanchiment d'argent. Puis bon, ce qu'il faut comprendre aussi avec BlackRock, c'est que BlackRock, il peut pas bouger aussi facilement, quoi. Enfin, comme c'est des mastodons, c'est un poids administratif profond. Donc si vraiment ils y mettent énormément d'énergie, ça veut dire qu'ils impliquent aussi énormément de collaborateurs à ça. Donc il y a un gros coup à faire. Donc il y a un gros coup à faire. Et Aladdin a peut-être vu quelque chose qu'on ne voit pas encore. À l'instant, est-ce que le rendu vidéo est bien? J'ai l'impression que la caméra est au ralenti. Au niveau de la synchronisation entre la voix et l'image, tout est OK pour la caméra de votre côté? Ouais, slow motion, ils disent. Ça va se recalibrer. Bon alors, en attendant que l'image revienne à la bonne vitesse, c'est nous qui allons ralentir et on va parler comme un ralenti. Mais au niveau de la vidéo, par exemple, s'il y avait un slow motion ou pas? Oui, c'est justement au niveau de la vidéo, je pense. Enfin, de la vidéo, quand on met par exemple le reportage sur YouTube. Le reportage YouTube, vous l'avez eu au ralenti ou pas? Ah d'accord, alors ça va pour l'instant. Notre image est secondaire pour l'instant. Ça fait à peu près combien de temps qu'on a le problème de vidéo comme ça? Vous pouvez estimer?
5 minutes, 10 minutes? C'est en train de se recalibrer. D'accord. D'accord. Ouais, il y a à peu près 20 secondes de délai. Oh, ça va se recalibrer tout ça là. Mais pour continuer sur la lancée, en fait, BlackRock, Je coupe la vidéo hein, pour d'accord, voir. on va voir ce que ça va donner. Vas-y, continue. BlackRock cherche à faire de l'argent et s'il propose de récupérer le Bitcoin sur le marché boursier, c'est qu'il sent qu'il y a un énorme coup à faire. Et là, juste par quelques déclarations, il fait déjà osciller la valeur comme il veut. Donc, ouais, il y a encore un ralenti sur la caméra, j'ai l'impression. Donc, en faisant osciller la valeur du Bitcoin avant même qu'il soit en bourse, on sent qu'il teste le marché, là. Il examine les possibilités du Bitcoin avant même qu'il entre en bourse. Et on voit aussi que d'autres grandes corporations voudraient l'inclure en bourse, le Bitcoin. Donc c'est vraiment le prochain coup à jouer. D'abord, on pouvait miser en bourse sur des industries tangibles, ensuite sur le cours de certaines matières premières, ensuite sur des industries numériques. C'est normal que maintenant, à ce stade-là, après qu'il s'est aussi occupé de l'immobilier, jusqu'aux maisons monofamiliales qu'on pourrait trouver en France, maintenant, ils peuvent investir sur les crypto-monnaies qui sont le nouveau marché spéculatif en vogue sur Internet. Dans le passé, BlackRock a réussi à faire approuver la quasi-totalité des demandes déposées auprès de la SEC. Donc, BlackRock l'a déjà fait et va pouvoir peut-être obliger la SEC justement à accepter le Bitcoin en tant que valeur boursière. La conclusion, il y a quelque chose. Le lancement par BlackRock d'un ETF Bitcoin Spot pourrait constituer un développement majeur dans l'histoire des cryptoactifs. Un tel ETF permettrait d'accroître l'accessibilité du Bitcoin, d'atténuer certains risques, d'améliorer la liquidité, ça va, c'est très optimiste, et entraînerait des répercussions importantes sur le marché des crypto-monnaies et sur d'autres institutions financières. Bien que la demande soit loin d'être approuvée, l'expertise de BlackRock et les partenariats stratégiques qui ont été mis en place pourraient favoriser l'obtention de l'approbation par la SEC. Il faut en moyenne 240 jours à la SEC pour approuver ou rejeter une demande d'ETF. BlackRock a déposé sa demande le 15 juin. Compte tenu de la complexité de l'affaire, une décision pourrait donc être rendue d'environ 12 mois, une date qui pourrait coïncider avec le prochain halving du Bitcoin. C'est quoi, halving? Le halving, c'est... Bah attends, je cherche la définition, c'est compliqué à expliquer sinon. On dirait le nom d'un canard de Disney, mais c'est sûrement pas ça. Ah, c'est une périodicité des augmentations du Bitcoin, c'est ça? C'est ça. Ce serait comme un cycle que l'on remarque au niveau du cap de la valeur du Bitcoin qu'il passe régulièrement. Par rapport à ce qu'on appelle l'ATH, qui est son point le plus haut. C'est aussi valable en bourse, hein, quand on parle d'ATH, c'est le point le plus haut d'un indice. En fait, le Bitcoin est déjà utilisé pour spéculer, mais pas en bourse. Et là, en le faisant entrer dans la bourse, BlackRock pourrait le contrôler. Lui et ceux qui investissent dedans. Définition d'un ETF soumis au contrôle de l'autorité des marchés financiers. L'AMF, c'est le gendarme boursier. Et aux règles de marché Euronext. Les ETF, aussi appelés trackers, c'est ça, ou crackers, répondent aux directives européennes. Il s'agit de fonds indiciels cherchant à dupliquer le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier, le sous-jacent de façon passive. Les trackers cotés en bourse qui reproduisent la performance de l'indice boursier. Avec ces fonds, on peut suivre presque tous les indices des principales places financières de la planète. Parmi les indices les plus populaires, on trouve
ETF actions et sectoriels, technologie, développement durable, etc. Quel que soit leur indice de référence sous-jacent, les trackers ont des similitudes. Ils sont cotés en continu et peuvent faire l'objet de transactions au fil de la séance boursière. Ils peuvent être négociés à l'émission ou plus fréquemment sur le marché secondaire. Ils sont gérés de façon passive. Le gestionnaire du fonds réalise peu d'arbitrage, ce qui a pour effet de réduire les frais de gestion. Ça a l'air gentil comme ça. Apparemment, tu as été rebaptisé Adam. Adam was always here. Père Castor. C'était la minute digression pause caméra. Alors, Mais revenons au sujet un peu plus frivole qu'est l'ETF et le Bitcoin. donc là, on va regarder une petite vidéo qui va expliquer un peu plus ce qu'est le Bitcoin et qu'est-ce qui valide un peu ma vision, qui est que, pour être clair, j'ai une idée dans le fait, enfin j'ai une théorie, ça n'engage que moi. Larry Fink est responsable de l'acquise des surprimes. Donc créer des produits de merde, comme on peut les appeler comme ça, Des valeurs de merde. des valeurs de merde, il est tout à fait capable de le faire, il n'est pas à son coup d'essai. Ça, c'est factuel, c'est vérifiable. Il a un talent. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que, bizarrement, tu as la BCE et la Fed en même temps qui sont en train de balancer des cryptos sur le marché, mais les gens n'ont plus confiance dans les valeurs de monnaie de base. Mais ils n'ont plus confiance non plus dans la bourse. Ils n'ont plus confiance dans la bourse, donc il faut créer de la nouveauté. Comment on crée de la nouveauté? C'est simple. On crée un ETF de Bitcoin et on l'alimente. Donc au départ, tu vas voir, on va avoir un truc du style « Waouh, c'est incroyable !» Depuis que BlackRock a lancé son ETF Bitcoin, Le Bitcoin ne fait que monter. ne fait que monter, j'ai gagné autant de millions d'euros, oulala, oulala. Et ensuite, vient le crash. Si vous voulez, ça peut être schématisé. C'est comme ça qu'on brise toutes les croyances envers quelque chose. Mais après, on va voir tous les médias, parce qu'on sait que ils possèdent Vanguard, donc Vanguard possède tous les médias. La force de frappe des médias, on les connaît, qui vont vous dire oui, mais c'est normal, c'est parce que c'était le Bitcoin et que c'était décentralisé. Là, on vous crée des vraies monnaies numériques qui, elles, sont stables. Et c'est comme ça qu'on valide l'approbation et que les gens commencent à mettre leur argent et acceptent l'euro numérique. Donc, ils vont faire une opération sur laquelle ils vont s'en mettre plein les poches. Et en plus, après, ils vont pouvoir légitimer le fait qu'on va passer à $1 ou €1 numérique. Et vous, dans le chat, il semblerait qu'on ait récupéré le flux de vidéos. C'est fabuleux. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Ça vous semble fumant? On part pas dans le complotiste, on part vraiment sur quelque chose de normal. Il ne faut pas oublier que toutes les banques centrales sont tous derrière Aladdin en essayant que Aladdin va exaucer leurs vœux. C'est un pacte faustien, en fait. En souscrivant à Aladdin, ils lui ont donné plus de pouvoir sur le marché boursier et sur eux-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'assister au plus gros braquage de l'histoire? Au commencement. Vous comprenez. Pour l'instant, les petits porteurs se sont exportés sur le marché des crypto-monnaies, en grande quantité. Là, il faudrait à la fois récupérer les fonds des petits porteurs et le contrôle des crypto-monnaies, ou les discréditer de façon totale. Donc, on fait entrer une crypto-monnaie, le Bitcoin, qui est le fer de lance de ce qui est le marché des cryptos actuellement. Ils vont le faire monter, le faire cracher, et leur montrer alors que les crypto-monnaies, ça a toujours été de la merde. Il faut accepter plutôt quelque chose comme notre monnaie bien réelle, mais numérique. Comme l'euro numérique, qui est en cours, le dollar numérique, qui est en cours aussi, ou le yuan électronique, qui lui est déjà actif. Donc, regardons cette vidéo. Alors, avant ça, Gobelin qui dit « Cela se tient », Vagabond qui dit « Ça m'a l'air sensé, même inévitable, mais pas encore immédiat ». Oui, tout à fait. Il faut
il va falloir mettre une certaine hype pour que l'ascenseur émotionnel soit d'une puissance de manière à ce qu'on enterre le projet Mais, et qu'on le décrédibilise. mais un bon braquage est un braquage rapide. Je me demande quelle sera la vitesse de dégringolade du Bitcoin. Ah bah, de toute façon, la dernière fois, au niveau du bull run, il avait au niveau du bear market, le BTC, le dernier bear market qu'on a eu, c'était il y a 2-3 ans, il a perdu, sur 24 heures, il a perdu 35%. Il peut faire mieux. Et je pense qu'il peut faire mieux. Il était monté, je crois, à 60 000 et il est redescendu aux 40 000. 66 000, justement au moment de son ATH, il a dégringolé sec. De toute façon, on va regarder à nouveau le BTC. On va regarder sur 5 ans. Donc, regarde. 19 novembre. 3 décembre. T'as vu? Regarde. Une chute vertigineuse. Sur seulement, attends, j'arrive pas. 5 novembre. 12 novembre, son ATH. Déjà, sur 15 jours, il avait... Et 13 décembre, il était déjà là. D'accord. Et Gobelin dit, cela serait peu étonnant vu comment les gouvernements galèrent à être crédibles économiquement. Mais... Bah, de toute façon, ils ont pu être crédibles. C'est des ça le autres problème, gèrent. c'est qu'ils font confiance à Aladdin. Ils font confiance à la Banque Centrale Européenne qui fera confiance à Aladdin. Pour l'Europe, en tout cas. Ça, quand vous voyez votre pouvoir d'achat qui monte ou descend, etc., vous savez quelle est l'entité immatérielle à qui vous la devez. Donc la chute sera fulgurante. Il n'a pas encore fini de monter suffisamment. Il faut qu'il monte assez régulièrement pour que les gens en rachètent en masse et coulent après. Et tu verras à la fin, on parlera d'un phénomène qui est arrivé justement aujourd'hui par BlackRock et qui illustre ce que tu es en train de dire, Vagabond. C'est la conclusion du sujet. Et comme pour lancer une crise, on ne pourra rien reprocher à BlackRock parce qu'il sera trop bien positionné. On pourra dire juste, c'est la vie. On fait avec. Et BlackRock va nous sauver. Le Bitcoin est-il une monnaie comme les autres? Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui circule sur Internet. Il remplit les mêmes fonctions qu'une monnaie traditionnelle. Il représente une unité de compte, c'est-à-dire qu'il permet de mesurer la valeur d'un bien ou d'un service. On peut, par exemple, déterminer qu'une paire de chaussettes vaut 2 bitcoins. Il facilite les échanges, c'est-à-dire... Déjà, on a une spécialiste qui nous l'explique. Parce que si on voit la valeur du Bitcoin, ça voudrait dire que la paire de chaussettes vaut 69 000 euros. J'allais dire plaqué or, mais ça marche pas des chaussettes plaqué or, ça. Allez, reprenons. Qu'on peut l'utiliser pour acheter des biens et des services. Et il peut être stocké pour être utilisé dans le futur. En ce sens, Bitcoin peut être qualifié de monnaie au même titre que l'euro, par exemple. Mais attention, l'euro et le Bitcoin ont des caractéristiques différentes. L'euro a un cours légal. Cela signifie qu'il est reconnu par les pouvoirs publics et que tout le monde dans la zone euro est obligé d'accepter d'être payé en euros. Or, même si de plus en plus de sites e-commerce et même quelques boutiques physiques acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, rien n'oblige un commerçant à les accepter et personne ne garantit qu'ils seront acceptés dans le futur. L'échange de Bitcoin est donc possible uniquement entre personnes qui acceptent de l'utiliser. On dit que c'est une monnaie du fait des usages. De plus, l'utilisation de l'euro est encadrée par des systèmes centralisés. Par exemple, lorsqu'il prend ou perd trop de valeur, la Banque centrale européenne intervient pour réguler ces fluctuations.
Bitcoin repose au contraire sur un système décentralisé. T'entends, c'est la banque centrale qui régularise l'euro. La banque centrale travaille, ça enseigne auprès de qui pour savoir ce qu'elle doit faire? Et c'est marqué ici, la Banque centrale est notre amie, elle veille à ce que tout soit bien. Et c'est elle qui décide, qui calcule tout. Alors que là, il y a un système décentralisé. Ça, c'est un gros mot en Union européenne. Incroyable. Sa valeur dépend donc uniquement de l'offre et de la demande. Plus les gens achètent de Bitcoin, plus leur valeur va augmenter. Et moins les gens vont en acheter, plus leur valeur va baisser. C'est donc une monnaie très fluctuante. Un Bitcoin valait environ 40 € en mars 2013, 800 € en novembre 2013 et plus que 480 € début juin 2014. Et il en vaudra 100 000 avec, avec tonton Fink. Et là, on arrivera à 10 centimes. Quand il aura décidé. Non, mais attends. Sans déconner, ils sont en train de te dire que l'offre et la demande, c'est un truc désuet. Tranquillement. Alors que c'est la base de l'économie. De l'économie que nous impose en plus l'Union européenne. C'est dans la corde. Mais déjà, le coût des chaussettes à 2 bitcoins, on voit qu'ils veulent rendre négligeable le bitcoin. Vous voyez, c'est pas quelque chose de sûr, ça vaut une paire de chaussettes. Alors que l'euro, lui, ben, d'après cette vidéo, quelque chose d'extrêmement stable. L'euro peut pas être volatile, etc. Non, parce qu'ils ont un outil magique qui s'appelait la planche à billets jusque-là. C'est une forme de bulle. Ben voilà, ils ont suivi les conseils d'Aladin. Créer des bulles. Aladin dit investissez dans les imprimantes. Par ailleurs, dans un système centralisé, l'utilisation de la monnaie est encadrée par des règles. Par exemple, en France, en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, les banques sont obligées de nous rembourser. Dans un système décentralisé comme Bitcoin, en cas de fraude, il n'y a aucun recours légal possible. Mais l'utilisateur peut toutefois souscrire une assurance auprès d'organismes spécialisés pour se faire dédommager en cas de problème. Bitcoin est conforme à la définition théorique de la monnaie et est la première monnaie sans banque. Cependant, elle comporte encore des risques importants pour les utilisateurs. Tandis que la monnaie qu'il y a dans les banques, c'est beaucoup plus sûr. Pas de risque, je sais pas moi. Sachant qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. C'est que des écritures, en fait, numériques. Ils ont économisé le coût de la planche à billets. Ils l'ont remplacé par la touche 0 sur la calculette. Tu voulais rajouter quelque chose, d'ailleurs, justement? Non, mais le fait qu'il y ait des organisations spécialisées dans l'assurance du vol, de Bitcoin, etc., c'est déjà un peu amusant. Ah, moi, ce que je vois surtout, c'est le Bitcoin n'est pas sûr, mais il va le devenir grâce à Larry Fink, tu vois. Aussi le fait d'avoir peu de contrôle dessus aussi, pour Gobelin. C'est juste le côté décentralisé que les gouvernements aiment pas. Non, c'est surtout que c'est le manque de contrôle. Pour l'instant, le Bitcoin est totalement soumis aux lois du marché. C'est ça. Et ce qui les obsède, on va dire les puissances, c'est le contrôle. Le contrôle total. Depuis peu, on voit... C'est normal quand tu as une entreprise qui monte, un consortium, ou tu appelles ce que tu veux, qui monte et qui commence à diriger le marché, il a deux options. Soit il reste volatile par rapport au marché, soit il essaie de contrôler le marché et de l'étendre encore plus. Après, le monopole, parce que BlackRock contrôle tout, il faut qu'il étende son contrôle à des choses qui, de prime abord, ne sont même pas intéressantes à contrôler. La crypto-monnaie. À la base, quand c'est apparu, c'est pour ça que ça valait que 40 € au départ, encore moins Bitcoin. Parce que personne ne s'y intéressait, on s'en foutait de Bitcoin. Non, de toute façon, ça a commencé à prendre de la valeur à partir du moment où il y a eu le premier boulot. Mais de toute façon, dès que le Bitcoin commence un peu à s'affoler, on va dire, ça fait couler de l'encre. C'est un bon sujet. C'est une façon comment ça se dit, de culpabiliser les petits porteurs qui ont osé investir dans la crypto-monnaie qui n'est pas soumise aux lois du marché boursier. Vagabond qui dit, ne pourrait-on pas dire bientôt que le Bitcoin sera une monnaie contrôlée par Aladin? D'un coup, on pourra lui faire confiance? Non, le Bitcoin va être réduit à une valeur comme une autre. Il ne deviendra pas une monnaie,
il sera juste transformé en un actif. C'est ça. Auquel BlackRock, comme ils vont acheter une grosse partie des actions, comme c'est basé sur l'offre et la demande, BlackRock a des fonds qui dépassent la valeur de capitalisation du BTC, qui est la capitalisation du BTC. On est à 716. Mais c'est billions, c'est ça, c'est milliards, donc. Millions, milliards. Je sais que c'est colossal. Je n'aime pas ce site. Je peux pas faire. Voilà. Là, on va le voir, le market cap. Je connais bien ce site. Non, putain. C'est simple, on va le voir. Il est à 39 milliards 726 millions 599 dollars et 0,064. volume, il y a 39 milliards. En fait, BlackRock, avec ses actifs, possède à peu près un quart de la valorisation du Bitcoin actuellement. Ce qui lui donne un poids considérable auquel il peut influer une tendance. Étant donné qu'il va créer un ETF, forcément, il aura une influence à un moment ou à un autre sur le Bitcoin. Si BlackRock commence à acheter massivement du Bitcoin, tout le monde va se jeter sur la même valeur que ça. Comme c'est eux qui le créent, ils vont acheter, au départ, ils vont acheter tous les BTC. Et donc, tout le monde en voudra. Et de toute façon, même ils le disent, enfin, tout spécialiste que j'ai entendu sur le Bitcoin a pu me dire, de toute façon, ce sont les baleines qui gèrent aussi le marché, justement, la fluctuation du marché du Bitcoin. Et c'est le même principe. Donc, BlackRock deviendrait une baleine au niveau de l'ETF BTC. Donc, par conclusion, c'est lui qui va gérer les règles du jeu. Et il récupérera l'argent de tous les petits porteurs qui ont pensé que c'était le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin. Il sera à ce moment-là qu'une valeur boursière comme une autre, et là, BlackRock, lui, il nage très bien dans la bourse. C'est intéressant comme stratégie pour récupérer des personnes qui s'étaient éloignées de la bourse. Là, on voit, les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle de valeur refuge pour Larry Fink, le patron de BlackRock. Quand c'est lui qui le dit, c'est... Sachant, en 2017, c'était un système de blanchiment d'argent. Alors pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à ça? BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, très belle embellie sur le front des cryptos hier, belle séance. Oui, l'XRP qui repasse les 49 cents, l'Ether qui se renforce et qui se met à tester même les 1600 $. Résistance technique importante, mais belle hausse. Et puis surtout le Bitcoin qui reprend 1000 $ en 24 heures, quand même bien au-dessus des 28 000 désormais. On n'avait pas vu des cours comme ça depuis la mi-août. Oui, parce que c'est de là que tout est parti. Le Bitcoin a vécu une séance complètement folle. Oui, parce que si vous regardez bien la courbe sur 24 heures, ça a été les montagnes russes. On a démarré la journée un peu au-dessus des 27 000 $. Puis alors, hier, en fin de matinée, violente hausse. On a même touché du doigt les 29 000 à un moment avant de nettement corriger, mais de rester déjà sur une tendance ascendante et de conserver ensuite une bonne partie des gains. Alors déjà, on a eu une décision de justice favorable concernant le gestionnaire spécialisé Grayscale, un des innombrables acteurs voulant proposer à ses investisseurs un ETF, un produit financier indexé sur le Bitcoin. Ce dernier avait fait la demande auprès de la SEC, demande refusée pour des questions de conformité de surveillance. Grayscale intente une action en justice contre la SEC et la gagne. Donc l'autorité est contrainte par la justice à un nouvel examen du dossier. Et puis plus tard dans la journée, fausse rumeur qui a eu l'effet d'une bombe, la SEC aurait rendu une décision favorable sur l'ETF Bitcoin de BlackRock, finalement démenti. Mais on sent que c'est autour de cette problématique que va se situer le principal catalyseur
d'ailleurs pour les cours, et que désormais le gendarme boursier américain est cerné un peu de partout et va finir par craquer, surtout si les tribunaux s'y mettent. Et là, on a clairement le potentiel sur le Bitcoin pour aller les 31 000 $ sur lesquels on était encore en juillet dernier, les plus hauts annuels, donc voire plus. Merci Antoine, on se retrouve dans une grosse demi-heure pour un point complet sur les marchés. Donc, sur une fake news, les marchés sont emballés. 1000 $ en moins de 24 heures Voilà. d'augmentation du Bitcoin, de la valeur du Bitcoin. Donc, on voit déjà que il suffit de faire courir une rumeur fausse après les démentis, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas pu l'arrêter plus vite, sur le fait que BlackRock flirte avec le Bitcoin. Et puis tu vois qu'il commence à avoir un petit chantage vis-à-vis de BlackRock et vis-à-vis de la SEC. Tu vois ce que je te disais, l'obstruction, ils sont tous, toutes les antennes de BlackRock sont en train de tous déposer des dossiers pour... Tout le monde veut accepter le Bitcoin dans la grande famille des valeurs boursières. Et pour conclure sur ce magnifique sujet, cette news est tombée aujourd'hui. Encore une autre fake news qui est sortie concernant le Ripple, donc le XRP. Une fake news sur BlackRock fait trembler le XRP. BlackRock a dit, c'est à croire que les aficionados de la crypto transforment en champion le jeu ancestral de Jacques Addy. L'écho d'une prétendue demande d'ETF XRP émise par BlackRock a secoué le marché crypto cette nuit, donc la nuit dernière, faisant monter en flèche puis s'effondrer le prix du XRP. Un pump and dump, ce qu'on appelle en milieu. La starlet de Ripple, le XRP. Petit spoiler pour les retardataires, c'était une fake news. Quand le XRP prend 12%, donc cette nuit, il a pris 12% de valeur sur une fake news. C'est le hockey de la valeur, tu vois. 12%, oui, ça revient. Et il faut se rappeler aussi, par exemple, qu'à l'époque, il y avait aussi Elon Musk qui avait justement fait un move comme ça historique sur le BTC, où les gens s'étaient tous mis à acheter du Bitcoin parce que Musk a dit, donc on le suit. Mais justement, je pense que Musk aussi est celui qui a prouvé qu'on peut s'amuser comme ça avec le Bitcoin, et BlackRock veut s'amuser à grande échelle. Alors que nous étions plongés dans les bras de Morphée, le cours du XRP a vécu une ascension fulgurante suivie d'une chute tout aussi rapide. Le déclencheur, un document de BlackRock suggérant que le géant financier envisageait de lancer un ETF XRP. Cette nouvelle a immédiatement propulsé le XRP, lui faisant gagner 12% avant qu'il ne redescende aussi vite qu'il était monté. La source de cette effervescence, un supposé dépôt découvert par des membres de la communauté X, mettant en lumière une demande d'enregistrement de BlackRock pour un iShare XRP Trust. Donc voilà le fameux tweet en question. C'est faux, confirmé par BlackRock par moi. Un cinglé a dû l'ajouter en utilisant le nom du dirigeant de BlackRock, etc. Les mecs. Certaines personnes se demandaient si BlackRock m'a réellement confirmé que c'était faux. Ils l'ont fait. Un porte-parole a confirmé. Si cela ne suffit pas, que vous êtes toujours en colère, veuillez consulter un médecin. À cause d'une fake news sur BlackRock, tandis que certains médias se précipitaient pour couvrir la nouvelle, sans en approfondir l'analyse, les premiers signes d'une fake news ont commencé à émerger à peine une heure plus tard. Eric Balchudas, donc fameux tweet, analyste chez Bloomberg, n'a pas tardé à sonner l'alarme sur les réseaux sociaux comme en témoigne le tweet que vous trouvez ci-dessus. Mais alors, comment expliquer que certains aient mordu à l'hameçon de cette information trompeuse? Au-delà de la relative jeunesse de notre écosystème cryptographique, il est important de rappeler que BlackRock, le colosse de la finance, avait déjà suscité de l'engouement en déposant une demande pour un ETF Ethereum, donc ETH c'est Ethereum. Cette présence des marches a probablement nourri les attentes et la crédibilité face à cette fausse annonce. Alors, quelles leçons tirées de cette non-news? 3 points essentiels méritent notre attention. D'abord, il faut se rappeler que c'est ni la première ni la dernière fois que le marché sera dupé par une fausse nouvelle. La prudence est de mise, ne croyez pas aveuglement tous les bruits de couloir et restez vigilants quant aux informations que vous recevez. Gardez un esprit critique et ne vous laissez pas emporter par la fluctuation du marché. Ensuite, même si cette nouvelle s'est avérée être un canular, elle met en lumière à quel point le marché des crypto-monnaies et son écosystème tout entier sont suspendus aux décisions de BlackRock. Le géant financier détient un pouvoir considérable, un simple geste de sa part. Malgré les conditions d'attente imposées par la SEC dans le cadre des approbations ETF,
peut suffire à bouleverser le marché. Alors, souvenez-vous, 39 milliards de capitalisation, 12%, ça aurait fait que, en l'espace d'une heure, sur le marché, il y a une valeur de 4 milliards. Non, il n'est pas Sauté. valorisé autant le Ah, XRP. sauté et a redescendu. Non, il est pas, Ah, il est à combien? Oh, il a que dalle, mais attends. Parce que la SEC, justement, est en train de le disséquer, justement, le XRP. Mhm. Elle est en train de mourir, c'est une crypto qui est en train de mourir. Effectivement. XRP au BTC, attends, on va voir en euros. Ça, c'est en heure. Mais en tout cas, tout dépend du nombre de valeurs que tu as. Donc Oui. 12%, ça reste 12%, peu Oui, mais la importe. capitalisation, Voilà. c'est ça qui m'importe. Donc, voilà. Donc, la question, c'est que BlackRock peut influencer Influence le marché. déjà. influence le marché Et et a la possibilité d'en avoir les informations pour pouvoir s'en amuser et répondre. Donc, parce que j'ai vu beaucoup de personnes enthousiastes en mode ça va être génial. c'est les crypto-monnaies réconciliées avec le marché boursier. J'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment. Alors, les petits porteurs, justement, se sont éloignés du marché boursier en essayant de véhiculer sur le crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, ça a attiré beaucoup de personnes. S'il y a une façon de les ramener dans le circuit boursier habituel, BlackRock pourra à nouveau faire ma mise sur leurs capitaux. Ah bah tu vois, on a des gens qui sont intéressés, qui ont vu notre sujet, on a des pubs pour investir. On est une chaîne qui pèse maintenant. Une chaîne. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste Twitter. Si, BlackRock nous tweet. Un faux tweet, une fausse news. Et on prend 12% de views en plus. Ça nous fera 5 abonnés. En tout cas, on trouvait ce sujet très intéressant à débattre parce que le marché il s'emballe. Je pense que oui, le but est clair, c'est la destruction des cryptos. C'est le but final, ça va être la perte de confiance. C'est deux choses. C'est la destruction ou la décrédibilisation des cryptos et la mise en valeur d'une possibilité de monnaie numérique, elle contrôlée de façon Parce plus qu'on va te stable. dire qu'elle est centralisée, c'est tellement mieux. Oui. La BCE veille pour l'euro. On sait maintenant grâce à qui elle est aussi efficace, la BCE. Donc, j'espère que ce sujet vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que déjà il y a une crypto-monnaie qui vous intéresse, qui vous plaît plus que d'autres? Quelle est votre crypto-monnaie préférée et quel est le nom de votre crypto-monnaie imaginaire idéal? Le crypto Adam et Yvan. Pardon, mais ça en jette. Le Adam Coin. Nous qui voulions faire un sujet plus léger et plus court, quand même, on a pris un peu de temps. C'est bien. Ouais, mais on a eu les problèmes de caméra. Vagabond d'aller sur Polkadot. Elle risque de faire un bon score, je pense, au prochain Alt Season. Adamalan Bonnet. Ouais, ça c'est un jeu. Ça c'est bien ça. Le George Coin. Pour une crypto qui passe à la classe. Je vois pas la référence Gobelin. Le George Coin. Peut-être George Bitboy, l'homme le plus classe du monde. Ah. Peut-être. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Voilà. La classe américaine. Bravo, Gobelin. Tu as gagné 2 crypto-monnaies fictifs. Tu pourras t'acheter des chaussettes avec.
Ah oui, puis c'est vrai que le sujet est extrêmement intéressant, puis je suis vraiment curieux de voir la suite. Bon, je pense que on va pas trop se tromper. Mhm. Non, la situation ne va pas aller en s'améliorant, ça se saurait. Mais c'est intéressant de voir à quel point cet organisme, cette personne par exemple aussi, qui a un rôle central finalement dans nos économies et donc aussi dans nos vies, passe sous les radars comme il faut, parce que c'est la preuve vraiment qu'il contrôle bien les médias. Et c'est uniquement quand il y a une affaire comme ça que l'on peut le ramener un petit peu à la surface, mais à nouveau, ça va se calmer. Oui, parce qu'il a la possibilité de déstabiliser n'importe quel pays comme ça avec son génie de la lampe. C'est comme autrefois, on pouvait critiquer qui on voulait dans un village, sauf le médecin, parce qu'il fallait passer par lui pour être en bonne santé. Là, on peut critiquer qui on veut, sauf Fink, parce que lui, c'est lui qui décide combien d'argent vraiment dans ton portefeuille. Oui. Puis la question qu'il faut se poser, c'est que plus BlackRock grossit, il y a forcément des gens qui s'appauvrissent. Mhm. Il racle de plus en plus bas. Avant, il s'en prenait à de grandes sociétés, ensuite à des sociétés moyennes, ensuite il a essayé d'élargir son marché à des choses de plus en plus éloignées de son centre de base. Qu'il puisse gérer le marché de l'immobilier pour les maisons, pour une famille. Ça a l'air très loin de BlackRock, ça. Et maintenant, il le fait. C'est peut-être sa vengeance sur la crise des subprimes. Sa vengeance. C'est pas lui qui doit se venger dans cette affaire. Peut-être qu'il veut voir. J'ai réussi en 2008. Est-ce que je peux refaire mieux? Bah, il fait mieux, puisque personne l'incrimine sur ce coup-là. On peut pas s'en prendre à lui. On peut pas s'en prendre au fait qu'il rachète légalement des biens. Il joue avec la psychologie du marché. Enfin non, c'est des machines, donc c'est la psycho-cybernético-loi du marché, un truc comme ça. Espérons que les machines aient des nerfs d'acier pour ne pas paniquer sur le marché. Imagine, Aladdin devient dépressif et dit « Non, ça c'est foutu, je vais tout vendre à un bon prix, redistribuer tout ça. » En tant